Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sonia Paco, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable CFDT du Rhône. Alors, c'est un jour de mobilisation. Pour une fois même, la CFDT participe à cette mobilisation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes contre cette réforme des retraites alors que vous étiez prêt à soutenir la précédente? Alors, on n'est pas du tout sur le même projet. Nous, on est pour effectivement la réforme des retraites parce que le système actuel a beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices et qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Mais nous, on était pour une réforme systémique, universelle, avec un régime universel qui permette de gommer les inégalités. Aujourd'hui, on aurait supprimé les régimes spéciaux et qui aurait donné un projet avec le fonctionnement des points, etc. Enfin, on avait engagé des discussions intéressantes pour plus d'équité. Ça, c'est le projet qui a été abandonné. Tout à fait. Et là, on a un projet de réforme qui vise simplement à régler une problématique de financement. Financement d'ailleurs qui est... enfin, il y a un déficit certes, mais même le rapport du corps explique que quand même le déficit il est mineur et qu'il se serait résorbé sur le temps. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles que les problématiques des réformes et des rapports précédents. Et donc, il y a plusieurs scénarios dans les scénarios du corps, vous retenez lequel? Alors, nous, on relie la question aussi de la problématique de financement à la question du taux d'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'effectivement, la problématique du taux d'emploi des seniors fait reposer la question de la problématique du financement du régime des retraites. Et puis il y a autre chose aussi, c'est la question du financement aussi global. C'est-à-dire que plus on fait de primes, moins il y a de cotisations aussi, et de cotisations retraite, et c'est tout un système de financement qui est à réinterroger. Donc, on n'avait pas du tout la même porte d'entrée que le gouvernement et pas les mêmes propositions. Aujourd'hui, vous m'avez interrogé pourquoi on se mobilise, parce que ce projet il est complètement injuste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus injuste que le report de l'âge légal. Pourquoi? Parce qu'il fait peser sur les travailleurs qui ont démarré le plus tôt leur carrière, la question du report de l'âge légal les impacte plus que les autres. Vous avez pu accepter un prolongement du nombre d'annuités nécessaire pour avoir sa retraite à taux plein? C'est pas la même logique, plein. C'est-à-dire que reporter l'âge légal, c'est pas la même logique que l'allongement de la durée de cotisation. Le report de l'âge légal, là, va entraîner très concrètement des travailleurs et des travailleuses qui auront eu suffisamment d'annuités d'en faire plus que les autres parce qu'ils n'auront pas atteint l'âge légal de 64 ans. Donc, il n'y a pas plus injuste que ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus, ils vont contribuer plus que les autres. Puis le deuxième aspect, c'est la question de la pénibilité et de la capacité de travail avec le vieillissement. Et on n'est pas tous égaux sur ces questions-là. C'est-à-dire que quand on travaille dans le bâtiment, vous savez, tous les métiers de seconde ligne qu'on a applaudis après le Covid, en disant effectivement ils sont indispensables au pays, et bien ceux-là même, si vous voulez, leur capacité de travail, elle n'est pas égale à quand on travaille dans un bureau. Hein, on n'est pas sur les mêmes problématiques. J'ai retenu un chiffre intéressant. En 2018, le ministère de la Santé avait publié des chiffres sur la santé des personnes durant leur première année de retraite. Et il y avait 23% d'entre eux, en 2018, qui voyaient leur capacité physique diminuer. Donc, on a vraiment des chiffres sur la question de l'état de santé des gens. Et donc, l'enjeu, il est là. C'est un enjeu de santé. C'est un enjeu de santé au travail. Voilà. Donc, effectivement, c'est fondamentalement injuste. On a le sentiment que le gouvernement a espéré jusqu'au bout un soutien de la CFDT. Est-ce que c'était proche? Est-ce que vous auriez pu vous entendre sur cette réforme? Alors, on ne peut pas s'entendre sur le fait de reporter l'âge légal. Là-dessus, on est cohérent depuis des années. C'est une ligne rouge qui a été annoncée précédemment. Vous vous rappelez, les 65 ans, l'âge pivot, c'était déjà la question en 2019. Il y avait déjà eu cette tentative-là. On a toujours été cohérent sur le fait que cette mesure-là, pour nous, ça ne marchait pas en matière de justice. Elisabeth Borne a été interrogée sur le fait que cette réforme soit injuste. Elle répond au contraire, c'est une réforme qui bénéficiera aux plus modestes. Alors, elle ne va pas bénéficier aux plus modestes. Il y a des amortisseurs dans le projet de réforme. On amortit un petit peu les choses. Mais si on regarde le projet dans les détails, même ceux qui vont pouvoir bénéficier du dispositif carrière longue, ils vont devoir travailler plus longtemps. Même eux, ceux qui ont commencé le plus tôt. Et d'ailleurs, elle l'a dit parce qu'elle a eu une expression en disant « c'est ceux-là qui vont le plus travailler, enfin le moins travailler plus. Le moins travailler plus. » Ça veut bien dire qu'ils vont le travailler plus, mais un peu moins que les autres. Mais on ne peut pas accepter ça.
Est-ce que la retraite à 1200, minimum à 1200 euros, c'est une avancée? Alors, c'est une avancée, mais il faut bien préciser, et on attend aussi un certain nombre de précisions sur le fait que ce n'est pas pour des carrières hachées, hein, c'est pour des personnes qui ont travaillé à temps plein et qui ont l'ensemble de leur trimestre. Donc, on attend de voir aussi de ce côté-là comment ça va se détailler. Vous avez dit un mot sur l'emploi des seniors. On annonce la mise en place d'un index. Oui. Est-ce que ça peut être efficace pour forcer les entreprises à embaucher des seniors ou les conserver? Faire un état des lieux dans les entreprises de plus de 300 seulement. Donc il y a toutes les autres qui ne seront pas concernées, déjà, premier point. Pour se dire où on en est du taux d'employabilité de nos seniors, c'est une jolie intention, voilà. Mais si vous voulez, en termes d'efficacité, on est assez dubitatif dans la mesure où il n'y a aucune contrainte au niveau des entreprises si effectivement elles démontraient qu'elles avaient un taux d'emploi qui était très très minime. Et je compare avec l'index sur l'égalité, vous savez, qui a été mis en place il y a quelques années pour réajuster les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. On a un index de l'égalité dans les entreprises. Et bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a encore des écarts de salaire significatifs entre les femmes et les hommes. Donc s'il fallait démontrer que ce type de mesure était insuffisante, je crois que là, on peut bien le percevoir. Et qu'est-ce qui pourrait être efficace sur l'emploi des seniors? Il faut des contraintes, il faut un minimum de contraintes, c'est-à-dire que c'est pas qu'on suspecte les entreprises d'être mal intentionnées, mais enfin, on sait bien que ces mesures, si elles ne sont pas un minimum contraignantes, ça ne va pas suffire. Aujourd'hui, on a le taux d'emploi des seniors le plus bas en Europe. Elisabeth Borne le disait. On est les derniers de la classe. Donc, comment par effectivement juste le biais d'un index, on va pouvoir réajuster cette réalité dans notre pays. Nombre de seniors aujourd'hui s'arrêtent, finissent en incapacité. Certains sont en RSA, d'autres au chômage. Enfin, on a quand même une situation assez dramatique sur la question de l'emploi des seniors. Si on compare en Europe, il y en a peu qui ont un départ à 62 ans. C'est souvent 66, 67, même bientôt 68 ans en Grande-Bretagne. Oui, mais alors, il faut prendre notre contexte à nous. C'est-à-dire, on a une problématique de taux d'emploi des seniors et on nous dit on va les faire travailler plus longtemps. Et l'autre aspect qui sera intéressant de regarder, c'est l'impact sur la protection sociale. Parce que, à partir du moment où on prolonge un état de fait, c'est-à-dire un taux d'employabilité très faible des seniors, sur quel régime ça va reposer? La question de l'assurance chômage, la question de la sécurité sociale. Est-ce qu'on a mesuré cet impact-là? Donc, au bout du bout, la question de financer comme ça cette réforme-là et le régime, avec en parallèle l'impact sur le régime de protection sociale, on ne s'est pas dit qu'on y arrive. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que pour financer le déficit du régime des retraites, on augmente les cotisations des employeurs. Nous, on a plusieurs propositions. On dit d'abord que ce n'est pas aux travailleurs seuls de supporter la question du financement, ou en tous les cas de la problématique de financement. Donc, effectivement, la question de la participation des entreprises, elle se pose. Et c'est une ligne rouge pour le gouvernement qui ne veut pas augmenter le coût du travail en France. Non, il ne veut pas augmenter les cotisations. Et en même temps, on a bien vu quand même que sur les années précédentes, notamment en période de crise, et c'était très bien, quand il a fallu mobiliser des fonds et trouver des moyens, des milliards et des milliards d'euros, on les a trouvés. Un mot pour finir sur la mobilisation, particulièrement dans la région lyonnaise. Alors, la journée commence, en plus avec une panne des métros. Donc ça, et un petit peu de neige. Et un peu de neige, donc voilà. ça fait une journée un peu particulière. Mais on sent que la mobilisation est assez forte. Est-ce qu'elle est forte dans tous les secteurs? Elle est forte dans de nombreux secteurs et de manière très hétérogène. C'est-à-dire que, on l'a vu, nos militants, les travailleurs ont beaucoup appelé cette semaine dans nos locaux. On a des secteurs très différents qui se mobilisent. On a le secteur de la santé, le médico-social, le social, mais en parallèle, on a la grande distribution, Carrefour et Cully. On a aussi des secteurs qui se mobilisent souvent très peu parce que les gens sont dans une forme de précarité. C'est McDonald's, par exemple, où c'est significatif le fait qu'il y ait une mobilisation, mais aussi des boîtes d'informatique comme Cégide, la pétrochimie est au rendez-vous, la construction chez Vinci, ça vibre aussi. Donc, vous voyez, on a une pluralité de secteurs. On sent qu'il y a un vrai mécontentement, et parce que cette mesure, elle est aussi d'une brutalité particulière. C'est-à-dire que les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 61 et qui devaient partir là dans quelques mois, ils ne comprennent pas le couperet qui leur est donné. Quelle suite va être donnée à cette mobilisation? Vous devez vous voir ce soir en intersyndical.
Il faut s'attendre à 3 semaines de mobilisation forte jusqu'au 6 février, le vote à l'Assemblée? Alors la règle, c'est la prise de décision en intersyndicale. Il y a un front uni, ça ne vous a pas échappé et c'est extrêmement important. Donc les décisions, elles se prennent ensemble. Donc effectivement, l'intersyndicale nationale, elle se voit dès ce soir pour faire le point. Nous, dans le Rhône, on a prévu de se voir dès demain après-midi pour aussi pouvoir être réactif et dans la lignée de l'intersyndicale nationale. Donc on verra ce soir, effectivement, en fonction de aussi la manière dont s'est déroulée la journée. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a une pétition en ligne, hein, on a une pétition intersyndicale. On a dépassé, je crois, ce matin, les 550 000 signatures. Ça aussi, c'est significatif aussi du soutien ou du mécontentement des personnes et des Français vis-à-vis de ce projet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une intersyndicale effectivement aussi unie. On a beaucoup lu qu'il y avait un lien avec le score de Marine Le Pen à la présidentielle, le fait que le vote des travailleurs aille majoritairement vers elle. Est-ce que vous pensez aussi dans cette mobilisation à la prochaine présidentielle et au risque qu'elle peut représenter? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où il y a un très fort mécontentement dans le pays et que celui-ci augmente et qu'il n'y a pas de réponse, il y a toujours un risque très fort que ce mécontentement se traduise après sur un report d'un vote plus radical et d'un vote d'extrême droite. Donc effectivement, l'enjeu derrière, ça fait partie de nos inquiétudes et de nos craintes. Et c'est là aussi où on interpelle et on alerte, c'est-à-dire que si on n'entend pas le mécontentement, si on fait fi de ça, on sait comment après ça se traduit dans les urnes. Sonia Pacaud, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.